Il y a quelque chose que le narcissique fait en ce moment. Quelque chose que tu ne vois pas. Quelque chose qu'il ne t'avouera jamais. Pendant que tu reconstruis ta vie, pendant que tu te réveilles le matin avec quelque chose qui ressemble à de la légèreté, pendant que tu ris avec des gens qui te font du bien, pendant que tu avances, il t'observe, en silence. Et ce silence n'est pas de l'indifférence. Ce silence est le signe de quelque chose que Carl Jung a identifié et documenté. La crise de l'ombre du narcissique face au bonheur de celle qu'il n'a pas réussi à détruire. Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer ta façon de comprendre pourquoi tu n'es pas encore complètement libre et comment le devenir. Il y a une question que mes patientes me posent de presque toutes, à un moment ou à un autre de leur processus de guérison. Pas au début. Au début, les questions sont différentes. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'était ma faute? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je vais m'en remettre? Non. Cette question-là vient plus tard. Elle vient quand la femme a déjà fait un chemin significatif, quand elle a commencé à se reconstruire, quand elle aperçoit, pour la première fois depuis longtemps, la silhouette de celle qu'elle était avant lui. Et la question est, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il voit que je vais mieux? Et si oui, qu'est-ce qu'il en pense? Cette question, je ne la juge pas. Je la comprends. Parce qu'elle n'est pas une question de sentiment pour lui. Elle n'est pas « est-ce qu'il me manque ?» ou « est-ce que je veux qu'il revienne ?» C'est une question de compréhension, de clôture, un besoin profondément humain de savoir « est-ce que ce que j'ai vécu était réel? Est-ce que quelque chose dans ce qui s'est passé entre nous avait du sens? » Et moi-même, avant mes années de formation clinique, avant que je comprenne la psychologie narcissique à ce niveau, je me suis posé cette question. Je me souviens du moment exact où, environ 8 mois après avoir quitté cette relation, j'ai publié une photo sur les réseaux sociaux. Une photo de moi souriante dans un restaurant avec des amis, clairement heureuse. Et je me suis demandé, est-ce qu'il va voir ça? Et s'il le voit, qu'est-ce que ça lui fait? Aujourd'hui, 15 ans de pratique clinique plus tard, je peux te répondre avec précision. Ce qu'il fait en secret quand il voit que tu as refait ta vie, c'est quelque chose que Jung a documenté, quelque chose que la psychologie moderne valide, et quelque chose que comprendre va transformer ta façon de porter cette guérison, parce qu'il y a un piège que tu ne vois pas encore, et il est là, invisible, pendant que tu avances. Voici ce que c'est. Sophie avait 42 ans quand elle est venue me consulter pour la première fois. Elle était directrice artistique dans une agence de communication à Lyon. Intelligente, créative, avec ce type de présence naturelle qui fait qu'on la remarque dans une pièce sans qu'elle ait rien fait pour ça. Elle avait passé 6 ans avec Maxime, je change les prénoms pour respecter la confidentialité, et elle était venue me voir 3 semaines après la fin définitive de cette relation, mais elle n'est pas revenue me voir pour parler de la rupture. Elle est revenue me voir 8 mois plus tard pour parler de quelque chose d'inattendu. « Je vais mieux », m'a-t-elle dit dès le début de la séance. Vraiment mieux. J'ai repris des projets que j'avais abandonnés. J'ai renoué avec des amis que j'avais éloignés pendant la relation. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un d'attentionné, de stable, de normal. Et c'est justement pour ça que je suis là, parce que quelque chose d'étrange se passe. Elle me raconta ce qu'elle avait observé au cours des 2 dernières semaines. D'abord, une chose apparemment anodine, une amie commune, une amie que Maxime avait recrutée comme alliée pendant la relation, l'une de ses Flying Monkeys, avait soudainement repris contact avec elle. Après 8 mois de silence complet, elle lui avait envoyé un message affectueux, comme si rien ne s'était passé, demandant des nouvelles, disant qu'elle pensait à elle. Ensuite, une deuxième chose. Le profil Instagram de Maxime, qui était privé depuis la rupture, était soudainement redevenu public. Et les premières publications montrèrent des photos de lui dans des endroits qu'ils avaient parcourus ensemble, des lieux chargés de souvenirs partagés. Et enfin, la troisième chose, un soir, alors qu'elle était sortie avec son nouveau compagnon et avait publié une photo innocente sur ses stories, elle avait reçu dans la nuit un message de Maxime. Court, clinique. Je passe par là si tu veux qu'on parle. Il sait que je refais ma vie, dit-elle.
Et depuis qu'il le sait, tout ça a commencé. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Non, lui ai-je répondu. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que Maxime traversait, ce que tu es peut-être en train de traverser dans la relation de quelqu'un autour de toi, ou ce que ton propre ex traverse pendant que tu écoutes ces mots, c'est un processus que Carl Jung a été l'un des premiers à décrire avec précision clinique. Il l'appelait la réactivation de l'ombre face à la lumière de l'autre. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête du narcissique quand il te voit reconstruite, nous devons faire un pas dans la théorie jungienne. Un pas bref, mais fondamental. Jung distinguait deux aspects du psychisme humain. La persona, le masque que nous présentons au monde, et l'ombre, la partie de nous-mêmes que nous n'acceptons pas, que nous refoulons, que nous nions. Pour la personne ordinaire, l'ombre contient des aspects négatifs, des désirs honteux, des peurs inavouées, des impulsions que nous jugeons indignes de nous. Le travail psychologique, ce que Jung appelait l'individuation, consiste à progressivement reconnaître et intégrer cette ombre, à la rendre consciente plutôt que de la projeter. Mais pour le narcissique, la structure de l'ombre est différente. Dans ses travaux cliniques de 1934, Jung décrivait ce qu'il appelait l'ombre gonflée du moi déficient. Chez un individu dont le sens de lui-même est fondé non pas sur une identité réelle, mais sur le reflet que les autres lui renvoient, l'ombre contient tout ce qu'il refuse d'être. Et l'un des éléments les plus centraux de cette ombre, chez le narcissique, c'est la capacité à être heureux de façon autonome, à exister sans avoir besoin de la validation d'autrui. En d'autres termes, le bonheur authentique, le bonheur que tu manifestes quand tu reconstruis ta vie, est exactement la chose que le narcissique a refoulée dans son ombre. Quand il te voit heureuse, il voit sa propre ombre. Et cette vision déclenche une crise. Une crise qu'il va gérer, comme il gère tout, en secret. Revenons à Sophie. Au fil de nos séances, elle a progressivement documenté, avec la précision d'une enquêtrice et la blessure d'une survivante, les comportements que Maxime avait adoptés dans les semaines qui avaient suivi sa découverte que Sophie allait mieux. Je t'en présente 5. 5 comportements spécifiques, concrets, nommés. Parce que les nommer, c'est ne plus être leur proie. Le premier comportement est le plus universel et le moins visible. Le narcissique surveille, pas nécessairement d'une façon directe ou effrayante. Parfois, il surveille via les réseaux sociaux, des profils secondaires, des comptes sans photo de profil, en regardant tes stories sans t'envoyer de messages. Parfois, il surveille via des relais humains, des connaissances communes qui lui rapportent, consciemment ou non, les nouvelles de ta vie. Parfois, il surveille via des canaux indirects. Il parle de toi à tes amis communs d'une façon qui l'amène à en apprendre plus sur ta situation actuelle. Dans le cas de Sophie, c'est via la Flying Monkey que Maxime avait obtenu les premières informations sur le nouveau compagnon. Ce message affectueux de l'amie commune, ce n'était pas de la nostalgie. C'était une mission de renseignement. Jung aurait appelé cela la surveillance compulsive du narcissique face à la perte de supply. Un comportement motivé non par l'amour ou le regret, mais par le besoin de maintenir un accès à ce qui était perçu comme une ressource. Le narcissique ne te surveille pas parce qu'il t'aime. Il te surveille parce que tu étais sa source d'alimentation. Et une source qui a disparu, surtout une source qui manifeste clairement qu'elle n'a plus besoin de lui, crée une forme d'angoisse existentielle que le narcissique traduit en comportement de surveillance. Voici une chose que tu n'as probablement pas imaginée. Pendant que tu reconstruis ta vie, le narcissique te dévalorise. Pas nécessairement en public, pas nécessairement à voix haute, pas nécessairement face à toi, mais en privé, dans les conversations qu'il a avec ses proches, il construit une narrative qui diminue ta réalité. Ton nouveau compagnon. Elle a trouvé quelqu'un de moins bien que moi, j'ai entendu. Ta nouvelle vie épanouie. Elle fait semblant. Je la connais mieux que quiconque. Elle ne tient jamais dans la durée. Tes succès professionnels, tes amitiés reconstruites, tes nouvelles routines, c'est une façade. Elle n'est pas vraiment heureuse. Pourquoi cette dévalorisation en privé? Parce que ta guérison, ta vraie guérison, réfute sa narrative fondamentale. La narrative selon laquelle tu avais besoin de lui. La narrative selon laquelle, sans lui,
tu n'étais rien. La narrative selon laquelle il était ce qui te donnait de la valeur. Quand tu démontres, par ton existence reconstruite, que cette narrative était fausse, il ne peut pas l'accepter publiquement. Alors il la maintient en privé. Et moi-même, j'ai vécu quelque chose de similaire. Après ma propre rupture, j'avais découvert des mois plus tard que mon ex avait raconté à des connaissances communes que ma guérison n'était que de surface et que je compensais en me jetant dans le travail pour éviter de sentir ma vraie douleur. Des mots précisément choisis pour transformer ma reconstruction en preuve supplémentaire de ma faiblesse. C'était douloureux à entendre. Et c'était aussi la preuve que ma guérison le dérangeait. Parce que quelqu'un qui est vraiment indifférent à toi n'a pas besoin de construire une narrative pour diminuer ta vie. Le troisième comportement, c'est la tentative de réactivation. C'est le comportement que Sophie avait vécu directement. Le message nocturne. Je passe par là si tu veux qu'on parle. La tentative de réactivation du narcissique face au bonheur de l'ex-victime est un moment particulier, et il est important de le comprendre pour ne pas en être la proie. Quand le narcissique sent, via sa surveillance silencieuse, que tu vas vraiment bien, que tu es vraiment reconstruite, il vit ce que les psychologues appellent la panique de la supply finale. L'idée que cette source d'alimentation ne lui est plus accessible du tout. Et dans cette panique, il tente un hoovering, un retour vers toi, souvent présenté comme de la nostalgie, du regret ou un désir de clarifier les choses. Jung l'aurait compris ainsi. Le narcissique ne revient pas vers toi parce qu'il t'aime. Il revient vers toi parce que ton bonheur actif menace la cohérence de son ombre. S'il peut te faire douter, s'il peut te faire répondre, revenir, hésiter, il prouve à sa propre psyché que ton bonheur était une performance, pas une réalité. La tentative de réactivation n'est pas une déclaration d'amour, c'est une tentative de rétablir le contrôle sur ta narrative. Et voici ce que personne ne te dit vraiment sur ce moment. Voici l'inversion que Jung avait vue et documentée. Tu imagines peut-être que le narcissique observe ton bonheur et ressent de la douleur, du regret, peut-être même de la jalousie au sens humain du terme. La vérité est exactement l'inverse. Ce qu'il ressent, c'est de la rage, pas de la tristesse, pas du regret, pas même de la jalousie ordinaire. De la rage, froide, secrète, viscérale, parce que ton bonheur est une preuve, pas une preuve que tu es heureuse, une preuve que tu vas bien sans lui. Et pour le narcissique, une ex-victime qui va bien sans lui est une attaque existentielle directe contre le fondement même de son identité. Son identité repose sur l'idée qu'il est indispensable, que sa présence dans ta vie t'apportait quelque chose d'irremplaçable, que sans lui, tu serais diminué. Ton bonheur prouve que cette idée était fausse, et il ne peut pas le tolérer. Le quatrième comportement secret, c'est la mobilisation des Flying Monkeys. Les Flying Monkeys, les alliés du narcissique, ont un rôle spécifique quand le narcissique apprend que son ex-victime va bien. Ils deviennent ses yeux, ses oreilles, et parfois ses saboteurs. Sophie en avait déjà identifié une, l'amie commune qui avait repris contact. Mais dans les semaines qui suivirent, elle identifia d'autres comportements étranges autour d'elle. Des personnes qui posèrent des questions inhabituelles sur sa vie amoureuse. Un collègue, ami de Maxime, qui avait commencé à la commenter de façon légèrement négative au travail. Une invitation à un événement où Maxime serait présent, envoyée par quelqu'un avec qui il était proche. Ces événements pris séparément semblaient anodins. Pris ensemble, ils révélaient un réseau de surveillance et de pression indirecte coordonné par Maxime. Jung décrivait ce phénomène comme la mobilisation de l'inconscient collectif négatif, la façon dont une personnalité narcissique utilise les liens sociaux, non pas comme des relations, mais comme des instruments de contrôle. Les Flying Monkeys ne savent souvent pas consciemment qu'ils servent les intérêts du narcissique. Ils agissent simplement en réponse à ses suggestions, ses insinuations, ses récits construits. Le narcissique ne dit pas « va l'espionner pour moi ». Il dit « tu sais, je suis inquiet pour elle, tu pourrais prendre de ses nouvelles ». Il ne dit pas « essaie de la déstabiliser ». Il dit « je trouve que son nouveau compagnon ne lui correspond pas vraiment. J'espère qu'elle ne fait pas une erreur ». Les Flying Monkeys deviennent des vecteurs de doute, de pression, de surveillance, sans nécessairement le savoir. Le cinquième comportement est le moins visible et le plus difficile à nommer en temps réel. Le sabotage indirect. Il prend des formes variées.
parfois, c'est une information soigneusement glissée à ton nouvel employeur, à tes nouveaux amis ou à ta famille. Une information présentée comme une inquiétude bienveillante mais calibrée pour te déstabiliser. Parfois, c'est une intervention dans un contexte professionnel ou social partagé. Une recommandation discrètement négative, une rumeur lancée dans un milieu commun. Sophie l'avait vécu sous une forme particulièrement insidieuse. Maxime avait contacté un client avec qui elle travaillait et avait, sous prétexte de donner des nouvelles d'un projet passé, semé des doutes sur la fiabilité de Sophie dans certains contextes créatifs. Subtil, difficile à prouver, dévastateur si non identifié. C'est pour ça que j'avais besoin de comprendre, me dit-elle quand elle fit le lien. Parce que tant que je ne savais pas que c'était lui, tant que je ne voyais pas le pattern, je pensais que c'était moi, que j'avais fait quelque chose de mal, que mes succès n'étaient pas réels. Et c'est exactement le but. Voici ce que tu dois comprendre, et ce que Jung avait vu avec une précision troublante. Tous ces comportements secrets, la surveillance, la dévalorisation, la tentative de réactivation, les flying monkeys, le sabotage indirect, partagent une même logique interne. Le narcissique n'agit pas pour te détruire. Il agit pour te ramener à l'état dans lequel tu étais quand tu avais besoin de lui. Sa cible n'est pas ton bonheur présent. Sa cible est ta perception de toi-même. S'il peut te faire douter de ta reconstruction, de ton nouveau compagnon, de tes succès, de ta santé mentale, il annule symboliquement ton départ. Il prouve, à sa propre psyché, que tu n'as jamais vraiment cessé d'avoir besoin de lui. Jung appelait cela la tentative de réintégration de la supply par la déstabilisation de l'ombre de l'autre. Et il avait observé ce pattern chez des personnes à structure narcissique profonde, avec une régularité qui lui avait semblé presque mécanique. Presque mécanique, parce que c'est mécanique. Le narcissique ne choisit pas consciemment ses comportements. Il est guidé par la panique de son ombre, et cette panique est, pour lui, aussi incontrôlable que la peur pour un animal acculé. Comprendre ça ne justifie rien. Ça n'excuse rien. Mais ça change quelque chose d'essentiel dans ta façon de porter ce que tu as vécu. Avant d'aller plus loin, parce que la dernière partie de cette vidéo va te donner quelque chose de concret pour te protéger, je veux te dire quelque chose. Ce travail de recherche, de documentation, de mise en mots de ce que tu as vécu, il prend du temps. Et si ce que tu entends ici t'aide à nommer, à comprendre, à guérir, tu peux soutenir cette chaîne avec le Super Thanks juste en dessous de cette vidéo. Ça m'aide à continuer à créer ce type de contenu pour toi, avec la même profondeur et la même précision. Maintenant, voici ce que tu dois faire avec tout ce que tu viens d'apprendre. Sophie est revenue me voir une dernière fois, 3 semaines après la séance où nous avions identifié les 5 comportements secrets de Maxime. Elle était différente, non pas apaisée d'une façon vague et générale, différente d'une façon précise, structurelle. J'ai arrêté de me demander ce qu'il pense ou ce qu'il fait, dit-elle. Pas parce que je m'en fous, mais parce que je comprends maintenant que ce qu'il pense ou fait n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec lui, avec ce qu'il ne peut pas accepter de lui-même. C'est exactement ça. Et c'est cette compréhension qui est la guérison réelle, pas le fait de ne plus sentir la douleur, pas le fait de ne plus penser à lui, mais le fait de comprendre que ce qu'il fait en secret, quand il te surveille, quand il te dévalorise en privé, quand il envoie ses flying monkeys, quand il tente un sabotage indirect, tout ça n'est pas une information sur toi. C'est une information sur lui. Et cette distinction, cette inversion fondamentale, est ce que Jung appelait le début de la liberté psychologique réelle. Je veux te dire quelque chose de personnel ici. Quand j'ai compris dans mon propre processus que les comportements secrets de mon ex après ma reconstruction n'étaient pas des preuves que j'avais eu tort de partir, mais des preuves que partir était la décision la plus juste que j'avais jamais prise, quelque chose s'est transformé dans ma façon de me percevoir moi-même. Je n'étais plus une femme qui essayait de guérir d'une relation qui l'avait blessée. J'étais une femme dont la guérison était si réelle, si visible, si impossible à nier, que le narcissique avait besoin de la combattre. Mon bonheur était devenu une menace pour lui. Et réaliser ça, sentir cette vérité dans tout son poids, c'était le moment où j'ai cessé de me demander si je guérissais vraiment.
Parce que si mon ex avait besoin de déployer 5 comportements secrets pour me déstabiliser, c'est que je l'avais vraiment quitté. Pas seulement physiquement, psychologiquement. C'est ça, la vraie rupture. Il y a un dernier piège dont je dois te parler. Et c'est peut-être le plus subtil de tous. Quand tu comprends que le narcissique te surveille, te dévalorise en secret, tente de te réactiver et mobilise son réseau contre toi, il y a un risque très humain, très compréhensible. Le risque de continuer à te demander ce qu'il fait, de vérifier s'il regarde tes stories, de guetter les signes de ses comportements secrets, de dédier une partie de ton attention et de ton énergie à surveiller celui qui te surveille. Et ce risque est exactement ce que le narcissique espère créer. Parce que tant que tu surveilles ses comportements, tant que tu organises une partie de ta vie en fonction de ce qu'il pourrait faire, il est encore là, dans ta tête, dans ton espace mental. Jung appelait cela la persistance de l'ombre de l'autre, la façon dont une relation avec une personnalité narcissique peut continuer à occuper l'espace psychique de la victime longtemps après la fin physique de la relation. La vraie liberté n'est pas de comprendre ce que le narcissique fait en secret. La vraie liberté est de comprendre que ce qu'il fait en secret ne te concerne plus, et d'agir en conséquence. Voici la dernière révélation, celle que Jung a documentée et que personne ne te dit clairement. Si le narcissique fait toutes ces choses, s'il surveille, dévalorise, tente de réactiver, mobilise ses flying monkeys, essaie de te saboter, c'est la preuve la plus objective qui existe que ta guérison est réelle. Un narcissique n'investit pas cette énergie dans quelqu'un qui lui est vraiment indifférent. Il n'investit pas cette énergie dans quelqu'un qu'il a véritablement oublié. Il investit cette énergie dans une source de supply qui lui a échappé, et qui, c'est ça l'essentiel, lui a échappé définitivement. Chacun de ces comportements secrets est, paradoxalement, une lettre que tu n'as pas à lire, mais dont l'existence te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Tu l'as vraiment quitté, tu as vraiment guéri. Et cette guérison est si visible, si puissante, si impossible à ignorer, qu'il ne peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est ta victoire, la plus silencieuse, la plus profonde, la plus réelle. Je vais te donner quelque chose de concret pour clore ce cycle. Pas un exercice de journaling, pas une liste à écrire, quelque chose de différent. Un rituel de protection émotionnelle que j'enseigne à mes patientes quand elles atteignent ce moment de la guérison, ce moment où elles comprennent les comportements secrets du narcissique et où le risque est de continuer à y dédier de l'énergie. C'est simple. Et c'est puissant. Pendant 7 jours consécutifs, chaque matin en te levant, dis ces mots à voix haute, pas dans ta tête à voix haute. Ce qu'il fait en secret m'appartient autant que la météo d'une ville où je ne suis plus. Je ne vis plus là, je vis ici, et ici, son ombre ne passe pas. C'est tout. Ces mots ne sont pas de la pensée positive, ils sont un recadrage cognitif ancré dans la réalité. Ces comportements existent dans un espace psychique qui n'est plus le tien. La clôture psychologique réelle n'est pas l'absence de pensée sur lui. C'est la certitude tranquille que ces pensées traversent sans s'installer. Est-ce que tu as reconnu l'un de ces 5 comportements secrets dans ce que tu as vécu ou dans ce qu'une personne de ton entourage vit en ce moment? Dis-moi dans les commentaires lequel t'a le plus marqué. Pas pour lui, pour toi, et pour toutes les femmes qui liront ta réponse et reconnaîtront qu'elles ne sont pas seules. Si cette vidéo t'a aidé à voir quelque chose que tu ne voyais pas encore, partage-la. Parce que voir clairement est le début de tout. À la prochaine.